Moi, je suis très très heureuse de cette initiative, de la présence à la fois dans la salle et des inscrits, si j'ai bien compris. On a beaucoup de monde aussi en distanciel, des intervenants et des intervenantes de haut vol, et donc très très heureuse de les accueillir. Moi, je voulais juste dire deux, trois petites choses, effectivement, pour répondre à votre question, Jean. La première, c'est que dans le monde, il n'y a que 14 pays où l'égalité juridique est parfaite entre les hommes et les femmes. Ça ne fait pas beaucoup. On parlait de téléphone tout à l'heure. En Afghanistan, elles n'ont même plus le droit au téléphone depuis quelques jours. Donc, il ne restait pas grand-chose. Donc, voilà, je veux dire, on est dans un monde où il y a des combats à mener encore. Il y a une étude qui m'a frappée, là, il y a quelques jours. C'est une étude conjointe de la fondation de la PHP, de Robert Debré et de l'Institut Pasteur, qui ont examiné les 14 000 comptes rendus d'hospitalisation pour cause de suicide pendant le Covid. La première cause de suicide, c'est les violences faites aux femmes dans l'environnement familial entre 8 et 25 ans, avec un taux de suicide 2 fois supérieur à celui des hommes. Et puis peut-être quelques chiffres pour terminer cette introduction et pourquoi on a voulu faire cette initiative qui a été proposée par des collègues dans la mutuelle. Ce n'est pas une initiative de direction générale, c'est une de nos spécificités. On essaie de laisser des espaces pour créer des initiatives en lien avec nos ambitions, avec notre raison d'être. Et les quelques chiffres que je voulais citer pour illustrer un dernier point, j'ai parlé des 4 P, moi j'aime bien aussi parler des 3 C, le cœur, le corps, le cerveau, enfin le fait que tout est lié, relié. Et la première cause la première pathologie, on va dire, associée aux naissances, c'est la dépression. On peut citer les AVC, la faible connaissance qu'ont les femmes des facteurs qui permettent de le reconnaître et donc d'agir. On peut citer les 70% de femmes qui n'ont pas d'activité physique suffisante pour le maintien en bonne santé, contre 40% chez les hommes. Et donc, nous, on est très impliqués sur comment on passe à l'action, comment on lutte contre la sédentarité. C'est notre fondation d'entreprise qui est dédiée à ça maintenant. Et donc, là aussi, on a des sujets spécifiques à cette catégorie-là que sont la moitié de l'humanité, les femmes. Pour un peu déblayer le terrain, il faut faire la distinction entre les notions de différence et d'inégalité dans la santé. Les différences, elles sont liées au sexe biologique, caractéristiques spécifiques des mâles, des femelles, les gènes, les cellules, les organes, les hormones. Bon. Mais les inégalités de santé, elles, sont liées à des facteurs sociaux, culturels et économiques. Et dans tout l'ensemble de ces facteurs, la notion de genre joue un rôle très important. En voici quelques exemples. Les représentations sociales liées au genre, masculin, féminin, influencent les attitudes des patients et aussi des soignants. Autre facteur, la précarité économique, qui touche principalement les femmes, entraîne le phénomène, hélas, très répandu de renoncement aux soins et de dégradation de l'hygiène de vie. Et il y a les violences et agressions sexuelles dont les femmes sont les premières victimes. Donc l'ensemble de ces facteurs est source d'inégalités de santé, d'où l'importance d'avoir une vigilance éthique pour garantir des conditions égalitaires dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. Donc, je reviens sur cette notion très importante dans les inégalités de santé, c'est la précarité économique. 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. 85% des familles monoparentales concernent les femmes, dont un tiers vivent sous le seuil de la pauvreté. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est un renoncement aux soins et une dégradation à la fois de la santé physique et mentale. Et on peut rappeler quand même que l'espérance de vie des femmes ouvrières est réduite de 8 ans par rapport aux femmes cadres. Les chiffres, là, sont vraiment extrêmement importants à garder en tête. Autre point aussi très important à évoquer, les risques professionnels et la pénibilité au travail. Par exemple, les cancers d'origine professionnelle sont sous-évalués chez les femmes. C'est le cas du cancer du poumon.
Il y a aussi tout ce qui concerne les études sur les agents cancérogènes dans le secteur du nettoyage qui ne sont pas suffisamment étudiés. Hélas, les femmes sont majoritaires dans ces secteurs. Et le travail de nuit qui entraîne une augmentation de 26% du risque de cancer du sein. Il y a dans la réalité de la vie au travail, les troubles musculo-squelettiques concernent davantage les femmes, 58% contre 42% des hommes. Et aussi, en ce qui concerne les risques psychosociaux, ils sont plus fréquents chez les femmes. Une étude récente de l'assurance maladie a montré que parmi les personnes en burn-out, il y avait en fait 60% de femmes. Et le risque de basculement d'un mal-être vers un trouble de la santé mentale est de 26% pour les femmes et 19% pour les hommes. Pour terminer, j'évoquerai la question de la pénibilité au travail, qui est une notion qui, hélas, est très souvent sous-estimée et difficile à faire reconnaître pour les femmes, parce que les critères de reconnaissance de maladies professionnelles sont majoritairement fondés sur le travail masculin. Et je vous parlais tout à l'heure de cette étude qui montre que le travail de nuit augmente de 26% le risque de cancer du sein. Cette étude, elle a été faite sur 13 000 femmes. Donc cette démonstration est extrêmement solide. Or, donc l'étude date de 2018 et ce n'est qu'en 2023 qu'il y a eu le premier cas de reconnaissance de maladie professionnelle chez une infirmière. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et pour terminer, mes collègues vont en parler, il y a tout ce qui concerne les charges domestiques et familiales, les violences et les agressions sexuelles qui entraînent des risques accrus pour la santé physique et mentale des femmes. De plus en plus d'arguments aujourd'hui pour penser que les femmes sont des victimes privilégiées en quelque sorte des risques environnementaux. Donc il y a deux grands risques, on peut dire, de l'environnement dans ces travaux. C'est le risque lié à la pollution, donc pollution chimique, pollution de l'air principalement, en synthétisant. Et puis il y a aussi les conséquences du réchauffement climatique. Et les femmes sont, je l'ai dit, semblent des victimes privilégiées. Alors on va prendre quelques exemples, on ne va pas tout détailler, c'est trop compliqué. Mais par exemple, si on parle de la pollution chimique, vous avez peut-être entendu parler des perturbateurs endocriniens, qui sont donc des molécules, comme leur nom l'indique, qui perturbent le système endocrinien. Le système endocrinien, c'est les hormones. Et évidemment, les femmes sont les premières cibles là, parce que elles sont vraiment sous l'influence pour leur santé du système hormonal. Et il se trouve en plus que les perturbateurs endocriniens ciblent plus spécifiquement les hormones féminines. Une étude avait montré une étude assez récente d'ailleurs, a montré que si on prend des placentas humains, et que l'on cherche les plastiques, on va trouver du polyéthylène, qui est le plastique le plus utilisé pour les emballages, etc., les sacs en plastique, etc., mais aussi du PVC et du nylon. Donc le nylon, c'est dans les fibres textiles. Donc ça, c'est un exemple pour la pollution chimique. Donc c'est une pollution généralisée qui contient beaucoup d'éléments gazeux comme le monoxyde de carbone, le monoxyde d'azote, et aussi des éléments particulaires, les particules fines, dont vous avez sûrement entendu parler. Et là aussi, on a des particules fines, des particules ultra fines maintenant qui ont été identifiées. Donc plus la particule est fine, comme pour le plastique, plus elle va pénétrer loin dans les organes, et plus elle est susceptible d'être néfaste. Un lien a été établi pour la pollution de l'air avec l'augmentation des événements cardiovasculaires, des maladies pulmonaires, bien sûr, des maladies neurologiques. Alors vous allez me dire, ça c'est indépendant du sexe. Oui, d'accord. Mais là aussi, dans la grossesse, il y a une augmentation du risque de grossesse qui se passe mal dans des zones où la pollution de l'air est plus importante, et également des liens ont été faits avec le cancer du sein, par exemple.
L'idée, c'est surtout de bien prendre en compte que, pour rebondir sur les propos notamment de Catherine Vidal, c'est du biologique un peu et c'est du social beaucoup. C'est-à-dire que je pense que, par l'exemple, c'est toujours plus facile à expliquer, mais en introduction, il était parlé par exemple des accidents vasculaires cérébraux. Il n'y a normalement pas de signes spécifiques et il n'empêche que les femmes vont avoir tendance à appeler moins rapidement pour elles-mêmes que pour leur entourage, à signes et symptômes égaux. Donc ça, c'est une construction sociale qui fait qu'à un moment, la femme va s'inquiéter davantage pour son entourage que pour elle-même parce qu'elle a intégré des normes de santé et de prendre soin qui ne sont pas les mêmes pour elle et pour son entourage. Et à l'inverse, vous avez par exemple pour l'alcool ou pour le tabac une intrication qui va être complémentaire avec, là pour le coup, une différence biologique, puisque les femmes vont être plus dépendantes à des doses plus faibles, donc biologiquement différentes que les hommes, dont on peut discuter du coup d'avoir des programmes égaux sur le sujet. Et malgré tout, il va y avoir une intrication sur le fait que les conditions sociales, la précarité dont pouvait parler là encore Catherine en introduction, va venir surajouter j'allais dire en vulnérabilité pour les femmes, puisque par exemple, alors peut-être que vous rebondirez dessus, mais on sait que par exemple les femmes vont davantage fumer pour des raisons de compensation de situation sociale, alors que les hommes vont davantage fumer pour des logiques de plaisir, des logiques hédonistes. Et là encore, c'est les conditions de vie qui font ça. Et un de nos chevaux de bataille, avec Catherine Vidal et moi, notamment sur la dépression ou sur la santé mentale, c'est de dire que, et on peut en parler par exemple sur le burn-out, sur les chiffres qui sortent, c'est pas parce que les femmes sont des petites choses fragiles, c'est parce que leurs conditions de vie sont plus merdiques, pardon pour le terme, mais à conditions de vie égales, santé mentale égale. Et donc si à un moment les conditions de vie sont pas les mêmes, ben forcément votre santé mentale elle est déficiente, et pas parce que vous êtes une petite chose fragile qui pourrait être ces choses-là. Enfin, souvent on dit que c'est parce que les femmes n'ont pas le temps. C'est pas forcément vrai. Les études montrent que les femmes vont avoir du temps, mais que si du temps se dégage, elles vont consacrer à leur famille, elles vont consacrer à leur travail en supplément, mais pas pour elles-mêmes. Alors que les hommes vont faire ce calcul économique rationnel, et je pense qu'il faut suivre leur exemple, de se dire, je vais d'abord prendre soin de moi, parce que si je prends soin de moi, je prends aussi soin des autres. Et je pense que là aussi, il y a des modèles à prendre en disant, suivons-les sur ces chemins vertueux-là quand ils existent. Quand on s'intéresse aux conditions de santé des personnes, les aidants, par exemple, quand on est sur un aidant, souvent ça va être le conjoint ou le compagnon, et on est à peu près sur une petite surreprésentation féminine, mais assez peu. Mais dès lors que vous passez à 2 aidants, donc souvent les parents, vous êtes à 75% d'aidants qui sont des aidantes. Et là, pour le coup, en termes de charge mentale, mais en termes d'organisation du travail, pour le coup, il y a des inégalités de santé qui se mettent en place, et vous avez des aidants qui meurent d'accompagner les gens. Donc là aussi, on n'est pas égaux en termes d'aide, et c'est un continuum dès le début, dès l'éducation. Donc moi, je plaide pour un changement de société. Merci pour les organisatrices aussi qui ont beaucoup bossé, œuvré pour cet événement. En fait, effectivement, rien s'arrange, et les violences aussi. Quand on pense aux violences, on va penser féminicide, car c'est très visible dans les médias, un peu les violences conjugales. Mais en fait, les filles et les femmes, et je veux bien parler des filles car elles sont aussi tout le temps invisibilisées dans les discours sur les violences, elles subissent tout un spectre de violences qui va de harcèlement de rue jusqu'au viol et féminicide. Et en fait, on a plein de données. Par exemple, on sait que, selon les études, entre une fille sur 5 et une fille sur 10 est victime de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Ce qui est énorme, ça a beaucoup d'effets sur la santé, je vais en parler. On parle des violences conjugales. Il y a une étude européenne faite en 2012 sur un échantillon représentatif des filles et des femmes qui vivent en Europe, dans l'Union européenne, et montré jusqu'à 43% des femmes sont victimes d'une forme de violence conjugale. C'est surtout les insultes, les violences verbales, le dénigrement, mais aussi, ce qu'on n'en parle presque jamais, c'est les violences économiques. Par exemple, les femmes victimes de violences, il y a certains red flags, on dit en anglais, c'est-à-dire des petits avertissements qui peuvent montrer qu'il y a des violences conjugales. Je parlais avec une médecin de la maison des femmes qui accompagne des femmes victimes de violences. Par exemple, le fait qu'un homme ne laisse pas la femme avoir un compte bancaire,
c'est peut-être un petit avertissement. Et les violences économiques, elles sont elles sont très répandues, on n'en parle pas, mais c'est une forme de violence conjugale et ça a aussi un effet. Mais d'habitude aussi, les violences ne viennent pas toutes seules, elles sont accompagnées de d'autres formes de violence, encore une fois, dénigrement, insultes, violences verbales, voilà. Du coup, c'est 43% des femmes en Europe qui sont victimes d'au moins une forme de violence conjugale. Dans cette étude, toujours en 2012, on n'a pas des études plus récentes en Europe, c'est 7% des femmes qui sont en couple actuellement en Europe, 7% des femmes sont victimes de violences au moins verbales de leur partenaire actuel. Et on a montré que les femmes victimes de violences sexuelles, durant l'enfance, elles ont plus de risques d'avoir des problèmes de sommeil qui peuvent vraiment être très délétères pour la vie, la qualité de vie. Elles ont plus de risques suicidaires qui est très très important. Elles ont plus de dépression. Elles ont aussi plus d'usage de substances par rapport à d'autres femmes qui ne sont pas victimes de violences sexuelles. Du coup, les violences sexuelles sont liées à plein de problèmes de santé mentale, d'usage de substances, mais aussi de santé physique. Et par contre, on a très peu d'accompagnement et de prise en charge de ces violences dans le soin actuel en France. En tout cas, moi, de mon expérience, c'est que, en tout cas, sur les stéréotypes, les constructions sociales, dès lors qu'on en prend conscience, on les change. Donc, c'est pour ça que je suis assise ce matin. C'est pour ça que je le fais aussi dès que je le peux. C'est de diffuser la connaissance pour que les choses changent. Moi, je passe mon temps à rencontrer notamment des soignants qui savent pas. Et au moment où on leur dit, on voit bien que ça c'est clair et qu'ils se battent. J'avais pas conscience qu'en effet mon comportement, mon attitude pouvait créer une stigmatisation, des discriminations et finalement générer des inégalités sociales de santé. Donc moi, je suis plutôt optimiste parce que je trouve que aujourd'hui on est là, donc ça veut dire que l'audience est beaucoup plus facilitée, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chemin encore à faire, hein. Mais en tout cas, il faut libérer la parole, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes osent. C'est plus supportable de souffrir, donc c'est intolérable de souffrir. Donc cette intégration de la douleur, il faut pouvoir la libérer. Il faut que les soignants puissent être suffisamment à l'écoute pour accueillir la parole et qu'on sache qu'on puisse l'accueillir. Et puis, j'allais dire, c'est tout à chacun. On parlait de discrimination, on parlait, par exemple, on arrête d'autoriser des remarques sur le corps des femmes qui créent des stigmatisations sur la grossophobie et qui font qu'après, il y a des inégalités de santé, des souffrances qui se mettent en place et pour lesquelles les femmes sont particulièrement discriminées. Je dis ça parce que c'est notamment le sujet qui revient régulièrement quand je discute avec le grand public. On s'autorise des choses pour les femmes qu'on ne s'autorise pas pour les hommes. Et là, pour le coup, c'est tout à chacun. Quand on éduque nos enfants, quand on éduque les garçons, les petites filles, on a ça en tête pour se dire qu'on essaie de leur laisser faire leur propre choix et qu'on ne les induit pas sur des positions stéréotypées dont après ils sont eux-mêmes emprisonnés, en fait. On parle beaucoup de féminisation de la société. C'est un terme qui est quand même galvaudé, féminisation de la société. Ça veut dire que tout le monde aspire à avoir une vie où on concilie vie sociale, vie professionnelle et vie domestique. Et de dire féminisation, c'est un côté extrêmement négatif. Et finalement, la santé des femmes, c'est la santé de tout le monde. Donc la conclusion, c'est que pour les praticiens, enfin et pour tout le monde, pour les patients, pour tout le monde, c'est que la prise en compte de la dimension du genre, donc alliée à celle du sexe évidemment, dans le domaine de la santé, a des retombées majeures donc en termes de connaissances scientifiques, de prise en charge médicale et de traitement, et de prévention et d'optimisation des coûts de santé. Et tous ces facteurs étant largement indispensables pour construire des politiques de recherche et de santé publique plus égalitaires, au bénéfice, bien évidemment, de la santé et des femmes et des hommes. Donc, nous avons 3 grandes recommandations en conclusion de ce rapport. Premièrement, intégrer la thématique genre et santé dans la formation aux professions médicales et paramédicales. C'est quelque chose d'extrêmement important. La formation qui va être nécessaire donc pour sensibiliser et former les personnels à ce que signifie cette notion d'interaction entre sexe et genre. Et ce n'est pas quelque chose de fréquent dans les études de médecine.
Donc, il faut faire un effort particulier dans la formation initiale auprès des étudiants et aussi dans la formation continue chez les professionnels de santé, et surtout ne pas oublier dans ces formations un prisme particulier sur la détection du dépistage des violences. Parce que les violences, c'est extrêmement intime et on doit être formé à dépister les violences. Deuxième point, soutenir les recherches, on l'a déjà dit, sur le sexe et le genre dans la santé. Et pour soutenir des recherches, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut créer concrètement une nouvelle institution publique de recherche et de médecine sur le thème genre et santé, à l'instar de ce qui se fait ailleurs dans les pays européens et nord-américains. Et surtout, avoir une approche pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, ça veut dire qui associe les recherches cliniques, biomédicales, avec les recherches en sciences humaines et sociales. Il y a trop souvent des barrières entre ces différentes disciplines. La santé, ce n'est pas simplement une histoire de biologie, c'est aussi une histoire de société. Donc il faut travailler ensemble pour comprendre précisément comment se forgent ces inégalités de santé. Et dernier point, inclure cette thématique genre et santé donc dans les politiques de santé publique pour donc concrètement intégrer ces principes dans les plans stratégiques des institutions nationales de recherche et de médecine, faire des campagnes d'information, c'est très important, auprès des associations de malades et du grand public. Ça, c'est vraiment indispensable, avec des vraies politiques de prévention et de santé publique pour réduire ces inégalités de santé. Et point également très important, garantir l'accès aux soins aux femmes en situation de précarité. Les informer, à nouveau, c'est le nerf de la guerre, l'information, les informer sur les droits et les guider vers les bons parcours de soins.